peut faire face à cette situation inédite pour lui, un peu plus d'un an et demi après le début de la guerre en Ukraine et l'invasion russe. Et puis notre correspondante en Ukraine, Maureen Mercier, qui couvre ce conflit russo-ukrainien. Bonsoir Maureen, la première question, elle est pour vous. Alors que le monde a les yeux rivés sur Gaza et sur Israël, les Ukrainiens sur place que vous rencontrez redoutent-ils un désintérêt de la communauté internationale pour leur pays ? Oui, alors ça c'est quelque chose qu'on observe depuis le début de la guerre à grande échelle, très franchement, d'autant plus que les Ukrainiens sont lucides, hein, ils savent très bien qu'une crise en chasse une autre dans les médias. Cette crainte-là, ils l'ont depuis le début, mais je dirais que là maintenant c'est une crainte qui se transforme en angoisse. D'ailleurs, lorsque vous êtes en Ukraine là maintenant, vous voyez les journalistes partir sur le conflit au Proche-Orient. Alors ils le comprennent évidemment, mais ils savent aussi que s'il n'y a pas de couverture médiatique, comment mobiliser les opinions publiques, comment faire en sorte de convaincre les pays occidentaux alliés à continuer à livrer des armes, surtout comment l'Ukraine peut-elle tenir sans ces armes. Donc il y a vraiment un mouvement de bascule là qu'on est en train d'observer. Véritablement, il y a de l'angoisse qui commence à apparaître. Général Chauvency, Maureen Mercier disait souvent dans les grands médias, c'est vrai qu'une question en chasse une autre, beaucoup ironisée en disant Vladimir Poutine a éradiqué le Covid. Diriez-vous que l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël a éradiqué, éclipsé le conflit russo-ukrainien? Sans aucun doute, parce que les perceptions sont complètement différentes. C'est beaucoup plus émotionnel sur l'affaire du Moyen-Orient depuis très longtemps, par les minorités que nous avons chez nous. On a vu tout à l'heure, pardonnez-moi de vous couper, à Belfast, notamment en Irlande du Nord, avec les uns qui s'identifient aux Palestiniens, les autres aux Israéliens. Tout à fait. C'est beaucoup plus émotionnel, alors que l'Ukraine, finalement, c'est un conflit que moi je verrais plutôt géopolitique, pas très culturel malgré ce qu'on peut en dire. C'est une opposition entre deux États. C'est pas tout à fait la même chose. Alors maintenant, est-ce que c'est l'opinion publique qui est maintenant à la clé du sujet? Je n'en suis pas certain, parce que les gouvernements restent fermes dans leur objectif. Ils fournissent des armes, autant qu'ils peuvent donner. Ils soutiennent politiquement l'Ukraine. Et je ne suis pas certain qu'il soit très utile de maintenir une pression sur nos opinions publiques par l'intermédiaire de Zelensky. Vladimir Poutine l'emportera en Ukraine si les États-Unis cessent leur soutien à l'Ukraine. Voilà ce qu'a déclaré il y a quelques minutes le chef du Pentagone, Lloyd Austin, secrétaire à la Défense. Donc, on l'écoute. Il est difficile d'établir un calendrier précis, mais je peux vous garantir que sans notre soutien, Poutine sera victorieux. Et bien que les Ukrainiens aient accompli un travail remarquable avec notre aide, en termes de choses que nous leur avons fournies, si on leur coupe l'herbe sous le pied maintenant, Poutine n'en deviendra que plus fort et il réussira à faire ce qu'il veut, prendre possession du territoire souverain de son voisin. Il a raison, selon vous? Oui, tout à fait. De toute façon, on pourrait même aller plus loin. S'il n'y avait pas les Américains, que feraient les autres? Les Européens en particulier. Est-ce qu'ils sont capables de soutenir un État en guerre dont ils se considèrent un allié? Non, aujourd'hui on n'en est pas capable. Les seuls qui ont les moyens militaires, financiers et la volonté, parce qu'il y a une question, c'est une volonté de détermination, ce sont les Américains. Donc il faut bien constater à nouveau que c'est encore les Américains qui vont peut-être sauver l'Europe, comme ils l'ont fait déjà 2 reprises dans le passé. Et c'est encore eux qui sont là parce que reconnaissons que les faiblesses, nous les avons cultivées depuis des années et que nous ne serions pas capables de prendre la place des États-Unis. Et il ne faudrait pas qu'il y ait un conflit ailleurs qui monopolise leur effort. Pourquoi dites-vous que cette détermination elle est plus du côté américain que européen, parce que les intérêts aussi sont plutôt du côté américain? Alors la notion d'intérêt est à débattre. Je ne pense pas que ce soit une question d'intérêt économique au premier chef. C'est plutôt d'intérêt de défense des principes. Au niveau européen, on est 27, 28, 29 à discuter. Donc forcément, le point commun, c'est le plus petit dénominateur. Donc les intérêts nationaux apparaissent, et ça je crois qu'il faut en prendre il y a des fissures. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a rencontré Vladimir Poutine il y a quelques jours. C'est vrai, mais Orban, c'est 9 millions d'habitants, quelque chose comme ça, un État qui n'a pas une grosse puissance économique. Donc oui, il apporte une voix discordante, mais est-ce que c'est une voix suffisante pour faire basculer l'Europe? Moi je reviens bien à la question des moyens. Alors justement, les États-Unis ont-ils les moyens de soutenir à la fois Israël, notamment en envoyant ce porte-avions, et en soutenant l'Ukraine? Oui, ils ont les moyens. J'ai évoqué un autre conflit qui n'est pas forcément celui au Moyen-Orient qui pourrait se profiler à l'horizon, peut-être dans le Pacifique un jour ou l'autre, face à la Chine, Taïwan, exactement, enfin l'Indo-Pacifique. Donc là, il y a vraiment mer de Chine, d'ailleurs plus exactement. Donc oui, sans aucun doute. Donc aujourd'hui, ils peuvent, mais regardez, ils ont bien pris des munitions d'artillerie qui étaient en dépôt en Israël pour les envoyer en Ukraine, puis ils les renvoient maintenant. Ils renvoient des batteries de dômes de fer qu'ils avaient achetées, ils ne voient pas trop l'usage, mais ils les avaient stockées, ils les renvoient en Israël. Donc effectivement, Israël
pompe une partie des capacités militaires des États-Unis, parce que d'abord il y a un fort attachement des États-Unis à Israël, qui est l'un de leurs meilleurs alliés, ne l'oublions pas, et que l'Ukraine n'est pas forcément l'un des meilleurs alliés historiquement parlant. Donc il y a un report, je dirais, affectif, utilitariste sur Israël, avec une forte connotation effectivement d'attachement à un certain nombre de principes qu'il faut défendre. Alors, ce sont les mêmes en Ukraine ou en Israël, on veut bien l'admettre sur les grands principes, mais Israël est un allié très fidèle des États-Unis et on n'abandonne pas un allié. Quel est l'état d'esprit des Ukrainiens face à la difficile contre-offensive? Dans un instant, je poserai la question à Maureen Mercier qui est à Kiev, mais d'abord la question est pour vous. Où en est cette contre-offensive? Elle a eu du mal à se lancer, on l'avait annoncé pour le printemps, elle a démarré bien après avril. On a annoncé des gains importants, il n'en est rien, comment l'expliquez-vous? D'abord, je crois qu'il ne faut jamais être victime de sa propre propagande. Et la propagande était nous allons gagner forcément. La guerre, c'est pas aussi simple, et je crois que trop de communication ou trop de propagande finissent par se trouver confrontés à une réalité militaire. La réalité militaire, c'est le terrain. Qu'est-ce qui en ressort? Il y a eu quelques avancées de quelques kilomètres carrés. Je crois qu'on est à 120, 150 km², peut-être un peu plus du côté ukrainien de gagner. Il y a aussi des kilomètres gagnés, regagnés par les Russes, qui ont mis d'énormes moyens. Et en fait, le front en lui-même, du nord au sud, donc sur en gros 1000 km, c'est au nord, les Russes poussent, mais ils n'arrivent pas à progresser totalement, ils sont à 8 km de Kupiansk. Au centre, on a Dzika, qui est effectivement comme Bakhmout, un endroit où les éléments militaires sont usés les uns et les autres, mais c'est une pointe d'effort devenue russe aujourd'hui, où les Ukrainiens sont en difficulté. Et puis c'est ce fameux front sud qui devait permettre la percée. Eh bien non, la percée ne s'est pas faite malgré toutes les brigades formées par les Occidentaux, les 12 brigades formées avec matériel moderne, les Léopards entre autres. Ils n'ont pas percé parce que les lignes de défense avaient été bien installées par les Russes. Donc je dirais que nous sommes sur non pas un front figé, mais un front qui ne bouge pas, ce qui n'est pas tout à fait pareil, parce qu'il y a des attaques et contre-attaques tous les jours, sur toutes les 1000 km de front. Donc on se bat, mais on n'avance pas. Et on va voir pourquoi effectivement ce front est quelque peu figé. On va poursuivre, mais d'abord Maureen Mercier, donc, que pensent les Ukrainiens de cette contre-offensive qui patine? Alors, il faut bien distinguer les officiels, les propos de Zelensky au mois de juin, qui tentent d'avoir des propos encourageants aussi, parce qu'il est dans son rôle. Il doit réclamer des armes, il doit prouver aux pays alliés qu'il en fera quelque chose, des avancées notamment. Et il faut distinguer ce discours-là des gens et des soldats notamment. Moi, depuis le mois de juin, on me dit une chose, on me dit contre-offensive dit infiniment plus de morts. Donc, les Ukrainiens, depuis le mois de juin, ont le ventre noué, ils savent que ce sera extrêmement compliqué. Donc, contrairement à nous, parfois, qui brandissons des cartes depuis Paris ou depuis Washington, eux n'avaient pas d'expectative. Et puis surtout, ils voient ça avec beaucoup de douleur. Parfois, notre jugement à nous, le fait qu'on constate effectivement qu'il n'y a pas d'avancée, parce que pas d'avancée, ça veut dire quoi? Ça vient d'être dit d'ailleurs, mais il faut vraiment le mentionner. Ça veut dire des morts de part et d'autre, des morts par centaines, des morts par milliers. Aujourd'hui, quand vous déambulez dans les rues de la capitale, c'est des images que vous ne voyiez pas au mois de juin. C'est des images que vous voyez partout en Ukraine, mais jusque dans la capitale, où la capitale est véritablement préservée, vous voyez toutes les personnes qui sont amputées. Je le prends à mon échelle. Je connaissais absolument personne lorsque je suis arrivée en Ukraine, c'était il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, toutes les 24-48 heures, on m'annonce que des personnes que j'ai interviewées sont décédées. Donc c'est ça l'histoire des Ukrainiens dorénavant. L'échec pour eux, c'est plutôt de ne pas avoir réussi à nous faire comprendre combien Vladimir Poutine est tenace, puissant, combien l'armée russe n'est pas en train de s'affaiblir, combien l'armée russe a infiniment plus de munitions. Tous les soldats vous le disent lorsque vous êtes sur les lignes de front. Pour un obus, on en reçoit 80. C'est véritablement ça la réalité de la situation. Une réaction peut-être, Général Chovanzian, on voyait réagir, acquiescer sur le nombre de morts et les victimes. C'est pas parce que le front se fiche qu'il n'y a pas de morts, bien au contraire peut-être. Et une réaction aussi sur cette détermination peut-être sous-estimée de la Russie. Alors, les deux points. Premier point, oui, effectivement, on se bat et on meurt. Mais on n'a pas le succès attendu, c'est ça. Nous savons que les soldats meurent en grand nombre, on ne connaît pas exactement du côté ukrainien. Les Ukrainiens disent le nombre de soldats morts chez les Russes. En gros, on est à dizaines de milliers de chaque côté, si nous ne sommes plus de 100 000 du côté russe. Mais à la limite, on a l'impression que la vie humaine ne compte plus dans ce contexte, que ce soit d'un côté ou de l'autre, malgré ce qu'on nous dit. De chaque côté, on accepte les pertes parce qu'il y a un objectif politique, identitaire, ou enfin plutôt identité. On dit je défends mon pays, l'autre côté, je veux récupérer cette terre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, on a sous-estimé Poutine, d'abord parce qu'on a voulu le caricaturer à l'outrance, en disant qu'il n'était pas maître chez lui, qu'il n'arriverait pas à mener sa guerre. Alors effectivement, les Russes ont pris des défaites, on peut qualifier ça de défaites au début de la guerre, mais tous les experts de la Russie, dont je ne suis pas, ont dit
ils connaissent bien la Russie. La Russie, oui, a l'habitude de perdre ses guerres au début, mais de les gagner à la fin parce que la Russie sait s'adapter. Et c'est vrai, quand on regarde aujourd'hui, il n'y a pas de contestation réellement politique, à part l'affaire Prigojine il y a quelques mois. Il n'y a pas de contestation politique. Les soldats vont sur le front en tant que volontaires. On ne mobilise pas la peuple russe, mais on a beaucoup de soldats sur le terrain en opération spéciale. Donc finalement, Poutine a réussi à garder la main sur l'ensemble du dispositif. Peut-être que l'affaire Prigojine l'a peut-être aidé, donc le 24-25 juin, ce faux coup d'État, je dirais, qui lui a permis de reprendre la main sur son environnement proche et sur ses conseillers peut-être. Et aujourd'hui, on ne voit pas une fissure. Ouais. Et quand on n'avez pas de fissure au niveau politique, vous pouvez mener la guerre. Est-ce que l'hiver joue sur est-ce que l'état du terrain, l'hiver joue sur le fait que ce soit... Alors, il y a deux périodes. Il y a plutôt la période automne avec la boue qui effectivement va entraver le mouvement des unités blindées, sans aucun doute, et aggraver la condition des militaires, quels qu'ils soient sur le terrain. C'est une période, alors c'est en octobre-novembre, et puis sans doute, je crois, en taux de février, en gros. Mais l'hiver en tant que tel, non, parce que c'est une période froide qui durcit les sols. Donc les offensives ou les contre-attaques peuvent reprendre. Mais qu'est-ce qu'il leur faut pour des avancées significatives aux militaires ukrainiens? Ce que je disais il y a 20 mois, que l'armée russe s'écroule. Moi, je n'ai pas changé d'avis. Et même les F-16, on dit des avions de combat. Je pense que c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'on n'engage pas des forces terrestres, on l'a suffisamment dit, sans appui aérien, qui accompagnent les forces terrestres. Or, ça n'a pas été le cas. Il y avait quelques avions, mais pas en nombre suffisant. Ensuite, les F-16, ça va être peut-être des succès tactiques. Mais de l'autre côté, on a construit, fabriqué, produit des armes anti-aériennes aussi performantes que du côté ukrainien. Au fait, quel est l'objectif de guerre des Ukrainiens? Est-ce que c'est reprendre la Crimée? Est-ce que c'est grignoter le plus possible? Est-ce que c'est libérer les territoires occupés et annexés par la Russie? Mon avis personnel, c'est que le président Zelensky s'est avancé en disant qu'il voulait reconquérir tout ce qui avait été perdu depuis 1991 pour avoir les frontières de l'Ukraine à cette époque. Du coup, il est coincé. Il est obligé d'intégrer la conquête de la Crimée et d'aller finalement reconquérir le Donbass. Donc finalement, les enjeux sont tellement énormes et ça aurait pu marcher si l'armée sur le terrain avait été victorieuse. Mais le fait est que l'armée n'est pas victorieuse et on peut douter du résultat final. Maureen Mercier est en direct de Kiev. Maureen, les Ukrainiens ont-ils à l'esprit que la guerre risque de durer? D'ailleurs, je disais tout à l'heure, depuis un peu plus d'1 an et demi, on devrait dire déjà 9 ans. Eh ben voilà, c'est ce que j'allais vous répondre. En fait, ils sont bien plus lucides que nous parce qu'ils ont l'expérience, si j'ose dire, dans les jambes. Cette guerre, elle a démarré en 2014. Donc, elle va pas s'arrêter demain. S'ils ont eu cette illusion-là, elle a duré 24 heures. C'était lors du début de cette guerre à grande échelle. Mais cette illusion-là, elle n'a pas duré plus longtemps. Encore une fois, ils ne sous-estiment pas une seule seconde la puissance et la volonté de Poutine. Et je dis Poutine, mais en fait du système russe, parce que même si Poutine disparaissait demain, la mécanique, le système serait toujours là le jour suivant. Ils ont véritablement cette crainte-là. Ils le disent, de toute façon, on sera obligé de se battre. C'est aussi la mécanique infernale des guerres. C'est que lorsque on perd ses compagnons, on perd des membres de sa famille, il y a une forme de loyauté, on est obligé d'y aller. C'est aussi ce qui arrive là maintenant à Zelensky. Il était prêt à négocier au début de la guerre à grande échelle. Maintenant, il peut plus. Ce qu'il peut plus dire à son armée, en gros, vous êtes morts pour ne pas récupérer la Crimée, vous êtes mort pour ne pas récupérer le Donbass. Il n'y a pas un esprit forcément revanchard, mais c'est cette mécanique infernale de la guerre. Et puis sur la Crimée, il y a aussi un enjeu stratégique, c'est-à-dire que tant que la Crimée sera russe, elle sert de rampe de lancement à missiles, c'est un point de vulnérabilité absolument dantesque. Donc tant que la Crimée reste russe, l'Ukraine reste par définition stratégiquement extrêmement vulnérable. Il nous reste juste 30 secondes. Alors, juste un petit mot. Peut-être que c'est pas Zelensky qui pourra proposer l'arrêt des combats, mais peut-être ces généraux qui à un moment donné diront on ne peut plus, il faut maintenant accepter de négocier.